Bonjour à tous. La physique quantique, c'est quoi? Concrètement, la physique quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit. Mais ce qui est complexe en quantique, c'est que les particules ne se comportent pas comme dans la dimension humaine. Prenons l'exemple de ce crayon. Il peut être soit dans ma main gauche, soit dans ma main droite. Mais en physique quantique, le crayon peut sembler être aux deux endroits en même temps. C'est la superposition quantique. Est-ce que vous connaissez l'expérience du chat de Schrödinger? Ça y est, on y est. L'expérience du chat de Schrödinger est une expérience qui n'a jamais été réalisée. C'est une expérience de la pensée proposée par Erwin Schrödinger en 1935. Allons regarder ça de plus près. L'expérience du chat de Schrödinger est plutôt simple. On enferme un chat dans une boîte close qui contient un dispositif qui, dès qu'il détecte la désintégration d'un atome d'un corps radioactif, casse une fiole de poison. Nous ne pouvons pas voir ce qui se passe à l'intérieur de la boîte si nous ne l'ouvrons pas. Le résultat est, le chat est vivant ou mort. Tandis qu'à un état quantique, le chat est à la fois vivant et mort. Ainsi Schrödinger a dit « Je n'ai aucun moyen de savoir si le mécanisme s'est déclenché. Si mon chat était un objet quantique, je dirais qu'il est à la fois mort et vivant, car selon la théorie de la superposition quantique, c'est tout à fait possible. » Il est essentiel de bien préciser que Schrödinger n'a jamais réalisé cette expérience. L'expérience démontre seulement le paradoxe de la superposition quantique. De plus, la physique quantique ne peut être utilisée à l'échelle humaine. On démontre aussi la fracture entre le monde quantique et le monde macroscopique. Allons un peu plus loin. Si nous roulons dans une voiture, nous avons qu'à regarder notre compteur pour déterminer notre vitesse. Nous connaissons aussi notre position et notre direction. En physique quantique, ce n'est pas le cas. La particule n'a pas de position déterminée et elle a une infinité de directions. Mais alors comment pouvons-nous mesurer le mouvement d'un électron? Il nous suffit de proposer une probabilité de position possible pour l'électron. Ça, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Allons encore plus loin. Les fentes Young. Prenons le dispositif que nous avons dessiné sur papier. Dans le cas d'une bille, on tire une bille qui va traverser la rainure d'un premier écran et former une tranche linéaire sur le second écran. Si on ajoute une rainure au premier écran, alors on obtient deux tranches linéaires sur ce second écran. Dans le cas d'une vague, elle va arriver à la rainure et va former un patron d'interférence sur le second écran. Dans le cas du monde macroscopique, ça on connaît. Mais si on se penche du côté du monde quantique, dans le cas d'un électron, si on a une rainure, on obtient une tranche. Mais si on a deux rainures, on pense obtenir, comme la bille, deux tranches. Eh bien non, on obtient un patron d'interférence comme une vague. C'est la dualité onde-particule. Notre électron va se comporter comme une onde. Et attendez, si on place un observateur, l'électron recommence à se comporter comme une bille et on obtient alors deux tranches et non plus un patron d'interférence. Chaque électron part comme une particule, devient une onde de possibilité qui passe par les deux rainures et interfère avec lui-même jusqu'à ce qu'il tape sur le second écran. L'électron change son comportement comme s'il était conscient qu'on l'observait. Alors finalement, on ne connaît pas l'état de notre particule précisément, on ne connaît pas non plus sa vitesse et sa position précise, et en plus l'électron change de comportement quand il sait qu'il est observé. Mais j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes vraiment naturel quand on vous observe? Alors certains me diront oui, je suis tout à fait moi-même quand on me regarde. Et d'autres me diront bah non, parce que je sais qu'on m'observe. Mais l'électron, il sait qu'on l'observe. Vous avez conscience qu'on vous regarde. Il a conscience qu'on le regarde. Est-ce que tous les atomes autour de nous ont conscience? Est-ce que les cellules de notre corps ont conscience? Est-ce que l'univers a conscience? Prêt pour une prochaine aventure quantique? Bonjour à tous. Qui n'a jamais rêvé de se téléporter? Je suis sûre que vous y avez déjà pensé. Moi aussi. Bon, avant de parler de téléportation, nous allons d'abord parler d'intrication.
Qu'est-ce que l'intrication ? L'intrication quantique signifie qu'à l'échelle des particules subatomiques, celles-ci se comportent comme si elles étaient interconnectées et cela peu importe la distance qui les sépare. Pour faire un peu plus simple, si on prend une particule et qu'on la modifie, l'autre particule intriquée se modifiera instantanément et cela même si elle est à l'autre bout de la Terre. Pour ce phénomène, Einstein et Bohr se contredisaient complètement. Allons voir ça un peu de plus près. En 1935, Einstein expose l'expérience EPR, du nom de ses deux autres collaborateurs Podolsky-Rosen. Selon Einstein, ce phénomène est invraisemblable car il contredit le principe de la localité selon lequel deux objets ne peuvent avoir une influence l'un sur l'autre. Et selon la théorie de la relativité que l'on connaît bien, rien ne peut se déplacer plus rapidement que la vitesse de la lumière. L'info entre les deux particules ne peut être communiquée instantanément. Selon Bohr, on doit considérer les particules comme un tout indissociable et des variables cachées sont définies au moment de la mesure, car la particule n'a pas de caractéristiques préexistantes. Aspect en 1982 donna raison à Bohr. Les particules peuvent rester intriquées et cela malgré la distance qui les sépare. L'intrication quantique ne suffit donc pas elle seule à téléporter des objets ou des informations complexes. Prenons l'exemple des jumeaux. L'intrication ne consisterait pour l'un des frères qu'à faire savoir à son autre frère que quelque chose se passe. Pour avoir plus d'informations, il leur faudra toujours passer par une voie classique, comme le téléphone. C'est donc comme si les jumeaux pouvaient se tilter l'un l'autre sans but ni raison. C'est l'intrication. Mais s'ils pouvaient également transférer des informations par la pensée, donc sans téléphone, ça c'est la téléportation. L'information joue ici le rôle d'une troisième entité, en plus des deux frères. C'est elle qui est téléportée, en utilisant comme support la connexion présente entre les deux frères jumeaux. Avec nos photons, c'est un peu la même chose. Deux photons intriqués ne suffisent pas à transporter de l'information quantique. On a besoin de l'intervention d'un troisième photon qui subira lui une téléportation quantique. En pratique, on génère un photon, puis un second, qui sont donc intriqués. On va faire intervenir un troisième photon porteur d'une information quantique pour altérer notre premier photon. Et c'est ici précisément que se déroule la téléportation quantique, puisqu'on remarque que notre second photon réagit comme s'il avait été percuté par notre troisième photon. On a bien une téléportation quantique. L'information passe d'un photon à l'autre sans voyager ni même se déplacer. Les scientifiques transmettent de l'information quantique. Alors prenons l'exemple des communications actuelles. On a besoin de câbles, de Wi-Fi, de fibres optiques. La téléportation quantique ne nécessite rien du tout, aucun matériel, puisqu'on transmet, on transporte de l'information. Cela changerait radicalement le monde de la communication. On aurait des ordinateurs quantiques qui communiqueraient entre eux via un Internet quantique. En décembre dernier, une équipe de chercheurs à Calgary au Canada a réalisé une téléportation quantique sur 44 km. Et selon le docteur Simon qui dirige l'opération, le système est fiable à 90%, mais beaucoup reste à faire. Vous pouvez retrouver l'article en suivant le lien dans la description. Alors attention, on parle d'informations téléportées, de lumière, donc de photons, et non pas de matière. La téléportation humaine n'est pas pour de suite. Mais on reviendra sur l'informatique quantique dans d'autres épisodes. Bon, finalement, les particules corrélées se comportent comme si le temps n'existait pas, prouvant que dans l'infiniment petit, il n'y a pas de représentation spatio-temporelle. Cela remet aussi en cause le principe de causalité. La cause précède le fait, car cette dernière dépend du temps qui s'écoule. Pour faire simple, les événements du futur pourraient avoir lieu avant le passé. Il n'y aurait plus de distinction entre le passé, le présent et le futur. Je vous sens prêt pour plonger dans la prochaine aventure quantique de l'espace-temps. Prochainement. Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne sais plus. Saint Augustin. Bonjour à tous. À votre avis, de quoi est-ce que je parle ? Eh bien, je parle du temps. Le temps a toujours été quelque chose de difficile à expliquer. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de définition exacte. Cependant, nous pouvons considérer le temps comme une dimension, comme une direction dans laquelle nous pouvons nous déplacer. Mais pourquoi est-ce que je vous parlerai du temps aujourd'hui ? L'espace est composé de 3 dimensions, la largeur, la longueur et la hauteur. Le temps est la 4e dimension.
En 1905, Einstein a découvert dans la relativité que l'espace et le temps étaient liés. On peut donc considérer une nouvelle structure nommée espace-temps. Il y a deux choses qui affectent le temps, le mouvement et la matière. Expliquons. Plus notre vitesse est grande, plus le temps ralentit. Et l'effet sera d'autant plus important si notre vitesse approche celle de la lumière, qui selon la relativité ne peut être dépassée, c'est une constante. Donc plus nous allons vite, plus le temps se dilate, il ralentit. Prenons ce schéma comme explication. Nous avons une personne étant sur Terre avec une vitesse V1 et un astronaute partant de la Terre avec une vitesse V2. On considère V2 nettement plus grand que V1. Quand l'astronaute revient sur Terre, il se sera écoulé 10 ans pour la personne étant restée sur Terre, mais il ne se sera écoulé qu'une année pour l'astronaute revenant sur Terre. Et oui, car plus la vitesse augmente, plus le temps ralentit. L'astronaute a voyagé dans le futur pour la personne étant restée sur Terre. Deux personnes qui voyagent à des vitesses différentes n'ont pas la même conception de l'instant présent. Et si on voyageait plus vite que la vitesse de la lumière, le temps reculerait ? Selon Einstein, non, car rien ne dépasse la vitesse de la lumière. Mais bon, en science, rien n'est jamais acquis. Alors, qui sait un jour ? La matière peut aussi influencer l'espace-temps. Plus il y a de matière, plus il y a de gravité, plus il y a de courbure, plus le temps ralentit. Donc un objet doté d'une très grande masse courbe l'espace-temps. Expliquons cela avec un schéma très simple. Imaginez un drap dans lequel on jetterait une balle de tennis. Est-ce que vous visualisez bien cette image ? Bon, maintenant, reportez cette image avec le schéma que vous voyez à l'écran. La grille représentée correspond à l'espace-temps. Et la masse au milieu représente un objet, on pourrait très bien considérer que c'est une planète, un astre, etc. avec une certaine densité. Bon. Cette masse, au milieu de cet espace-temps, au milieu de ce drap, crée une courbure. Autour de cette courbure, le temps ralentit. Et oui, puisque plus il y a de matière, plus il y a de gravité, plus il y a de courbure, plus le temps ralentit. La première représentation graphique de l'espace-temps fut faite par Hermann Minkowski, excusez-moi pour la prononciation, qui fut un des professeurs d'Einstein à Zurich. Et cette première représentation fut une vraie révolution puisque nous l'avons vu précédemment, avant la relativité restreinte, l'espace et le temps n'étaient jamais liés. Comprendre l'espace-temps est fondamental pour comprendre la structure de l'univers. Mais on peut se poser différentes questions qui révéleraient de la philosophie. Y a-t-il un des temps ? Combien de temps de l'instant ? Sommes-nous prisonniers du temps ou pouvons-nous le maîtriser ? Est-il subjectif, objectif ? N'est-il qu'une illusion ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de matière noire, d'énergie noire, d'accélérateur de particules, de trous noirs. Et je suis sûre que vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bonjour à tous. L'univers s'est formé il y a 13,7 milliards d'années, lors du Big Bang. Et à partir de là, il y a eu la création de la matière ordinaire, composée d'atomes, de particules, d'étoiles, de tout ce que l'on connaît. Mais cette matière ordinaire ne représente que 5%. Dans le reste, donc dans les 95% restants, il y a de la matière noire qui est responsable de la gravitation. Il y a de l'énergie noire qui est responsable de l'expansion de l'univers. Et il y a aussi de l'antimatière. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur tout ça. Allons-y. La matière noire. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça ? Parce qu'elle ne rayonne pas dans l'univers et elle ne réfléchit ni émet de lumière. Et en plus, on ne peut pas la détecter puisqu'elle traverserait la matière ordinaire sans réagir avec elle. Mais alors, qu'est-ce qui prouve qu'elle existe ? L'univers a une masse qui se calcule grâce aux différentes masses des galaxies. Mais une fois qu'on soustrait la masse connue de ces galaxies, la masse restante de l'univers reste un réel mystère, ce qui prouverait l'existence d'une matière supplémentaire, la matière noire. À quoi sert-elle ? Selon les scientifiques, elle permettrait de garder les galaxies proches les unes des autres et ainsi éviterait l'expansion de l'univers. Finalement, c'est son effet gravitationnel qu'elle a sur la matière visible, la matière ordinaire.
Et en plus, il faut savoir que sa masse, la masse de la matière noire, est 6 fois plus supérieure à celle de la matière visible, à peu près 27% de plus. Alors maintenant, on a l'énergie noire, énergie sombre ou encore dark energy en anglais. Alors cette énergie noire, elle se comporte comme une force gravitationnelle répulsive, donc elle est responsable de l'expansion de l'univers, contrairement à la matière noire, qui elle, comme je disais tout à l'heure, rapproche les galaxies. Donc cette énergie noire, c'est une sorte d'énergie hypothétique qui a une force négative en fait dans l'univers. Mais bon, cette énergie hypothétique, elle représente quand même près de 68% de l'univers, donc c'est pareil. Alors maintenant, il y a de l'antimatière. On suppose que dans notre univers, chaque particule dispose d'une antiparticule. Un électron, un positron, un proton, un antiproton, un neutron, un antineutron, etc. Les propriétés sont similaires mais miroitées. C'est-à-dire que les particules antiparticules vont avoir la même masse, la même durée de vie, mais leurs charges vont être opposées. Et une propriété aussi qui leur est semblable, c'est que lorsqu'une particule et une antiparticule se rencontrent, elles se désintègrent en une bouffée d'énergie. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer et stocker de l'antimatière? Eh bien oui, c'est exactement ce qu'on fait dans le LHC, l'accélérateur de particules. Je vous mets le lien dans la description. L'accélérateur de particules, imaginez un tunnel de 27 km de long situé 100 mètres sous terre. Alors comment ça se passe? On va lancer un boson, donc un photon, constitué d'une paire particules-antiparticules, à une vitesse à peu près 99% de la vitesse de la lumière. Bon, maintenant le but ça va être d'isoler l'antiparticule, puisque si on garde la particule et la particule ensemble, elles vont se désintégrer en une bouffée d'énergie. Donc pour dissocier l'antiparticule de sa particule, on va utiliser des champs magnétiques qui vont la diriger vers un autre tunnel. On va la faire décélérer à 10% de la vitesse de la lumière, puis on va la stocker. Alors maintenant, il nous reste à parler des trous noirs. Les trous noirs, c'est un peu le monstre qui dévore tout sur son passage. Rien ne passe, même pas la lumière. Un trou noir se décompose ainsi. On a l'horizon, le vide et un tout petit point qui s'appelle la singularité, qui en fait remplit toute la masse du trou noir. Et quand un objet entre dans le trou noir, il est absorbé vers la singularité. Mais pourquoi? En fait, c'est dû à une trop forte densité courbure de l'espace-temps. J'espère que vous avez vu l'épisode 3. Comment se forme un trou noir? Eh bien, un trou noir provient de la mort d'une étoile qui, quand elle est en fin de vie, est attirée par son centre dû à une trop forte gravité. Cela crée le trou noir. Ok, maintenant allons un peu plus loin. En théorie, un trou noir aurait une sortie qui rejetterait en fait tout ce que le trou noir a absorbé à son entrée. Et cette sortie s'appellerait un trou blanc à cause de la lumière qu'il rejetterait. Ok, la composition entre le trou noir, le trou blanc et le couloir entre les deux composerait un trou de verre. C'est exactement ce qu'on a dans le film Interstellar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Ce film est absolument fantastique. Bon, le trou de verre. Ce montage est fascinant puisqu'il permettrait de relier deux endroits extrêmement éloignés. On pourrait alors voyager dans l'espace, dans le temps. C'est absolument fantastique. J'espère que vous avez des étoiles plein les yeux puisque je vous propose d'en parler la prochaine fois. Est-ce qu'il existe d'autres univers que le nôtre? Serait-il possible que vous ayez un double? Pourrait-on rentrer en contact avec lui? Est-ce qu'on pourrait passer d'un univers à l'autre? Bonjour à tous! Des études faites par la NASA ont prouvé l'existence d'un univers parallèle en Antarctique. Je vous mets le lien dans la description. Alors, je vous explique ça un peu plus précisément. En fait, les particules de faible énergie, c'est-à-dire qui ont un rayon cosmique de basse énergie, peuvent facilement traverser la Terre. Par contre, les particules de haute énergie, donc qui ont un rayon cosmique de haute énergie, environ 100 joules, ne peuvent pas traverser facilement la Terre et donc ne peuvent provenir que du ciel. Et en fait, au lieu de capter des particules venant du ciel, l'antenne transitoire impulsionnelle d'Antarctique, ANITA, qui est une antenne de la NASA, a capté des particules de haute énergie provenant du sol. Ce qui prouverait l'existence d'un univers miroir, un univers où les lois physiques seraient inversées par rapport au nôtre. Mais d'ailleurs, pourquoi les univers parallèles existeraient? Depuis la quantique, on remarque qu'on ne connaît pas tout dans notre univers. Les lois physiques théoriques ne répondent pas à tout. Alors si on reprend l'expérience du chat de Schrödinger, et oui, toujours ce fameux chat. Où est passé le chat mort?
Si on croit jusqu'au bout la quantique, le chat mort serait passé dans un autre univers parallèle qui serait créé au moment où on ouvre la boîte. En quantique, quand on fait un choix, toutes les possibilités futures existent déjà. Mais c'est notre réponse, notre libre arbitre qui va décider de la possibilité qu'on va prendre. Alors, je reprends dans d'autres termes. À la base, tout est énergie. Donc, toutes les possibilités futures existent déjà dans l'univers. Mais notre choix qui est conscient, va matérialiser une de ces possibilités. Et les autres nous, qui vivent dans d'autres univers parallèles, vont vivre les autres possibilités que nous n'avons pas choisies. C'est la théorie des mondes multiples, les multi-univers. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la théorie des cordes? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, expliquons. La théorie des cordes se base sur le fait qu'il existerait 6 autres dimensions. Donc avec les nôtres, ça ferait 10. Je rappelle les 4 qu'on connaît, la largeur, la longueur, la hauteur et le temps. Rendez-vous épisode 3 si vous ne l'avez pas vu. Alors, reprenons le contexte. Tout notre univers serait composé uniquement d'énergie émise par la vibration de cordes vibrantes. Et ces cordes vibrantes vibreraient à des fréquences différentes et ce, dans 10 dimensions spatio-temporelles. Je ne sais pas si je vous ai perdu. Alors, expliquons un peu différemment. Imaginez que notre univers soit sur une branche, qu'un univers 2, donc inaccessible au nôtre, serait sur une autre branche, un univers 3 sur encore une autre branche, etc., etc., etc. Et toutes ces branches, elles vibrent à des fréquences différentes et en plus dans 10 dimensions spatio-temporelles. Donc bon, la théorie des cordes amène l'idée que nous ne vivons pas uniquement dans un seul univers, mais dans un multi-univers, une infinité d'univers. Donc la théorie des cordes, l'expansion de l'univers qui est de plus en plus rapide, la découverte de la valeur de l'énergie noire, qui est une énergie qu'on ne peut pas voir mais qui constituerait pourtant 70% de notre univers. Et cette valeur serait, paraît-il, difficilement compréhensible avec un seul univers. Donc ces 3 piliers-là étayeraient l'hypothèse de l'existence de multi-univers, d'infinité d'univers. Si vous souhaitez pousser davantage le sujet, je vous propose des livres d'Aurélien Barraud, de Stephen Hawking, de Philippe Guimand et bien d'autres encore. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des livres super sur le sujet. Je vous mets du coup quelques livres dans la description. Et la conscience dans tout ça? Les mondes parallèles seraient-ils interconnectés et permettraient-ils d'élargir le champ de l'expérience de l'âme et ainsi faire évoluer la conscience de chaque personne? Notre moi profond serait-il connecté avec ces vies parallèles? Est-ce que ce serait une expérience de la conscience? Et vous, qu'en dites-vous? En général, personne ne traverse les murs, à part peut-être les particules quantiques. Bonjour à tous. Cette étrange propriété baptisée effet tunnel n'intervient qu'à très petite échelle et elle a été découverte par Georges Gamow en 1928. L'effet tunnel se manifeste lorsqu'un objet quantique franchit une barrière de potentiel alors qu'il possède une énergie insuffisante pour la franchir. C'est comme si un humain traversait un mur de 1 km. Quand un objet quantique est envoyé sur une barrière, il rebondit. Mais si le mur est très fin, l'électron peut traverser cette barrière. Il peut se retrouver des 2 côtés à la fois. C'est comme si on creusait un tunnel dans la barrière de potentiel de l'électron. C'est une conséquence directe de la nature probabiliste de l'onde associée à l'évolution de la particule quantique. Référence dualité onde-particule. Selon les chercheurs, ce serait si rapide que le procédé peut être considéré comme instantané, auquel cas les particules dépasseraient la vitesse de la lumière. En laboratoire, les chercheurs ont développé des microscopes à effet tunnel. La STM, Scanning Tunneling Microscope, est considérée comme l'instrument qui a ouvert la voie à la nanotechnologie, à la biologie moléculaire et à bien d'autres disciplines scientifiques. Le procédé est assez simple. Une pointe métallique ultra fine est approchée d'un échantillon pour venir arracher les électrons
par effet tunnel. Et cela permet en fait de déterminer la position des atomes, voire même de les déplacer. La mémoire flash d'un smartphone ou une clé USB sont des bons exemples d'effet tunnel. Cette mémoire fonctionne grâce à un réservoir d'électrons, leur présence ou leur absence constituant l'information. L'effet tunnel permet à l'électron de sortir du réservoir ou d'y entrer en le laissant intact. Cela permet de lire la cellule mémoire. L'effet tunnel est une curiosité de la mécanique quantique. Dans le monde classique, on sait qu'un solide ne peut franchir une barrière dont l'énergie est supérieure à celle du solide. Par exemple, une bille dotée d'une certaine vitesse au centre d'un pôle ne peut sortir du récipient si son énergie cinétique n'est pas supérieure à l'énergie gravitationnelle de la hauteur du bol. Mais dans le monde quantique, ce phénomène est possible. Une particule quantique peut franchir une barrière dont le seuil énergétique est supérieur à la sienne, mais il ne faut pas que la fonction d'onde s'annule au niveau du franchissement. La saison 1 sur les bases de la physique quantique touche à sa fin. Mais qui dit saison 1 dit saison 2. Prêt pour une nouvelle aventure quantique ? Prochainement.